Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bien sûr, cette société archipélisée, cette société alvéolaire, cette société communautarisée, c'est-à-dire une société en pièces détachées. Il y a plein de gens qui sont venus en France, et je pense que ça fait un peu la force du pays. Les gens sont venus et ça élève le pays, quoi. Où on adjoindrait des communautés en fonction de leur profession, en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est le grand risque. Ce qui est bien, c'est que chaque culture qui est venue en France a apporté son savoir à la France. Chacun a vraiment apporté sa culture, son savoir, sa personne. Et ça a permis de créer un mélange qui fait que la France aujourd'hui, elle est belle. Chacun a sa singularité, mais par-delà la singularité, dans l'espace public, dans l'ordre public républicain, on est tous égaux, mais on laisse de côté précisément ces particularités. Et Bruno Retailleau a maintenu ce matin ses critiques à l'égard du modèle multiculturel qui juge porteur de tensions et susceptible d'encourager des dynamiques et du repli identitaire. Alors parlons vrai, est-ce qu'une société multiculturelle est de plus en plus une société multiconflictuelle, comme l'a dit Georges Bensoussan, l'auteur du livre Les territoires perdus de la République? Et à cette question, comme dit Retailleau, une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent car il n'y a rien de commun. Vous êtes 95% à être d'accord et donc 5% pas d'accord. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, il est cash, ce ministre de l'Intérieur. Mais je l'aime beaucoup. Et surtout, c'est un ministre de l'Intérieur qui ne tend pas l'autre joue lorsqu'il est attaqué. Non, mais pour revenir au sujet de Sud Radio, je n'ai jamais cru, en ce qui me concerne très modestement, que l'immigration était une chance pour la France. Mais restons dans le sujet de pratiques multiculturelles. Dans une société idéale, ce ne serait pas scandaleux de coexister sur le plan culturel avec d'autres cultures. Mais pourquoi cela devient-il un grave problème en France? C'est que les autres cultures induisent d'autres mœurs qui elles-mêmes veulent devenir dominantes en quelque sorte en expulsant notre culture fondamentale du champ républicain. Et donc c'est à partir de là qu'on a le droit de s'interroger et d'approuver, de mon point de vue, le ministre de l'Intérieur. Me tourne du côté de Françoise, qui ne va pas être d'accord. Bien sûr, je le désapprouve totalement. Il est évidemment, il pense qu'il surfe sur le sillon de la crise identitaire, qui d'ailleurs, la peur identitaire qui traverse d'ailleurs toutes les formations politiques. Et parce que toute la journée, quand vous avez justement des gens comme Bruno Retailleau, d'où parle-t-il, qui vous explique que tout est dangereux et que les gens, et que tout ne se vaut pas, parce que c'est des prétéritions qui fait Bruno Retailleau, c'est tout se vaut, nanana. Mais en réalité, au fond, tout ne se vaut pas. Bien sûr que tout se vaut. Quand vous voyez bien que ce pays est un pays métissé, et de plus en plus, et ça sert à rien de s'arc-bouter sur ses ergots en disant « Ah là là, la créolisation, c'est déjà là. Le métissage, il est déjà là. Nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, ils se métisseront parce que c'est le sens, en réalité, de l'ouverture de la vie. » Alors, je ne nie pas du tout la fonction de l'islam radical. Je ne nie pas les opérations de conquête de l'islam radical. Je ne nie rien de tout cela. Mais je pense que, d'abord, la République est suffisamment solide. C'est pas une petite chose fragile. Vous savez, devient français depuis la République, la Révolution française, celui qui se déclare républicain et se déclare français, tout simplement. La force de la France, c'est sa capacité, en fait, à avoir intégré des gens venus de partout, qui ne se sont pas demandé où nous allons, mais d'où nous venons, mais où est-ce que nous allons ensemble. Donc, Bruno Retailleau fait de la politique et de la mauvaise politique. Et à chaque fois, la droite et l'extrême droite se plantent. À chaque fois, ils font ça de leur thème essentiel de campagne présidentielle. Et à chaque fois, ça marche pas. Et à chaque fois, ça plaît. Mais ça plaît tellement qu'ils sont battus à chaque fois. Donc, écoutez, seule la victoire est belle. Hein. Marine Le Pen, elle a été battue 4 fois, l'extrême droite. Donc, ça veut dire que ce pays, quand même, il résiste à ce genre de conneries. Sylvain Lévy-Valency. Oui, voilà. Dites des mensonges, vous êtes crus. Dites la vérité, vous êtes cuit. C'est que, en fait... Oh, elle est jolie. Elle est très jolie. Je la connaissais pas. Il n'est pas cuit, J'aurais bien aimé la connaître, celle-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de promouvoir, et d'ailleurs, on a une organisation dans ce pays qui s'appelle France Compétences, qui peut permettre de faire des formations financées par l'État, notamment pour Bruno Retailleau, notamment sur l'histoire de France, par exemple. Et il apprendrait un petit peu ce que l'histoire nous répète, bien évidemment. Alors, par exemple, je lui conseillerais de lire, par exemple, Alexis de Tocqueville. Vous savez, Alexis de Tocqueville, qui était un grand globe-trotteur, qui parlait du cosmopolitisme. On en parlait déjà en 1850. Non, je voudrais aussi parler d'Adolphe Thiers, le ministre, vous savez, qui a été le président du Conseil de la Troisième République, celui qui a succédé au diktat de
du Second Empire, qui disait la chose suivante. Finalement, nous avons tous un point commun, c'est le creuset républicain. Il l'a dit en 1871. Mais après, on a eu Raymond Poincaré, qui a répété la même chose en 1922. Puis dans les années 30, on a un type comme ça qui arrive, qui s'appelle Charles Maurras, inspiration d'extrême droite, qui dit finalement, la France ne se reconnaît que cette vision chrétienne et judéo-chrétienne qui devrait être le nouveau creuset. Et ben c'est le préambule de la cagoule. Sauf qu'en face, vous avez un type qui s'appelle Léon Blum. Et je vais vous dire en même temps, oui, c'est juste après. Et donc ensuite on a Léon Blum, mais on en a d'autres. Et le creuset républicain, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la négation d'une identité. Et je vais vous dire une chose. Le multiculturalisme, qu'est-ce que c'est? C'est un concept anthropologique et sociologique et politique. C'est des identités qui ne se nient pas, qui ne s'annulent pas, dans lequel il n'y a pas d'injonction à oublier d'où je viens. À ce moment-là, je peux oublier d'où je viens. Moi, je viens de Marrakech. Toute ma famille, issue d'une grande famille de juifs espagnols, répartis dans le monde entier. Si on secoue mon arbre généalogique, on en fait tomber de partout. Donc, à ce moment-là, je peux aussi revendiquer ma territorialité un peu partout. Sauf que j'aime la France, pourquoi? Parce qu'il y avait un livre en 1912 qui a été écrit, qui s'appelait « Heureux comme un juif en France ». Et je vais vous dire, ce pays a accueilli dans un creuset républicain dans lequel on a rendu soluble toutes les identités avec un pacte républicain fort, et la République par le sang a payé très durement. Mes arrière-grands-parents pendant la guerre de 14-18, ceux qui ont payé le prix de la dénaturisation après le gouvernement de Vichy par exemple. Donc quand j'entends un Bruno Retailleau qui ose dire que le multiculturalisme peut être difficile, impactant, bien évidemment, c'est servir à des millions de Français qui aujourd'hui sont ébranlés, démoralisés, un discours dans lequel on va ratisser très large. Parce que quand on dit la vérité, on va ratisser très peu pour dire la vérité. Donc on va avoir un langage électoraliste d'un Bruno Retailleau qui se réinvente en successeur de feu Monsieur Le Pen. Voilà, je trouve ça, vous voulez que je vous dise, pitoyable, tout simplement pitoyable. Philippe Bilger. Alors, on y va. Je vais répliquer peut-être à votre accord, je ne sais pas. Mais vous venez de Marrakech, je vous apprécie tout de même très largement. C'est sympa. Ce que vous avez dit est très intelligent. Mais je ne sais pas si je l'ai bien saisi. Compte tenu du nord-égo, c'est toujours à gauche que ça va pas. C'est le fait que, en réalité, que je crois comprendre. À l'époque que vous évoquez, les différences n'avaient qu'une finalité, c'était de se rassembler dans l'esprit républicain. Elles ne visaient pas à s'émietter, à détruire, à déstabiliser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais de qui parlez-vous? Non, mais osons les choses. Non, mais attendez, de qui parlons-nous? Osons le dire. Parler des musulmans. On parle de l'islam. En fait, bien sûr. Mais attendez, on va arrêter de dire des bêtises. On parle de l'islam. Donc la question qu'il faudrait se poser, si on a un vrai courage politique, c'est est-ce que l'islam est soluble dans notre démocratie? C'est la seule et vraie question. On a mis, alors vous savez, la communauté espagnole. Sylvain, je voudrais répondre sur l'islam. Est-ce que l'islam est soluble? On le redit, hein, c'est pas parce qu'il y a une offensive, bien sûr, de l'islam radical. Mais la réalité, si vous voulez, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais en termes, si tu veux, de puissance, vous avez 6 ou 7 millions de musulmans. Vous avez vous-même les chiffres du ministère de l'Intérieur. Combien sont pratiquants sur ces 6 ou 7 millions? À peine 10%. Et combien dans ces pratiquants sont radicalisés? Peut-être 10% de 10%. Vous comprenez bien qu'on peut passer une journée entière, une vie entière à être obsessionnel du matin au soir sur cette question de l'islamisation radicale et être une insulte. Moi aujourd'hui je suis musulmane en France aujourd'hui, mais honnêtement j'ai les oreilles qui saignent. Vous ne pouvez pas. Est-ce que quand même il faut regarder une chose, il n'y a pas des problèmes. On parlait à l'époque d'assimilation. L'assimilation c'est devenu un gros mot. Mais bien sûr que c'est un gros. Regardez les juifs assimilés, demandez-leur ce qu'ils en pensent, les juifs assimilés. À l'époque on s'assimilait. Regardez, vous avez eu des matchs, des pays même que la France a colonisés. Mais ça veut dire quoi, France-Cameroun ou France-Portugal, il n'y a jamais eu un incident. Philippe David, ça veut dire quoi l'assimilation? Vous avez vu ce que France-Algérie et France-Tunisie, ça génère, mais à chaque fois, mais pourquoi, quelle est notre histoire? Sifflé, le terrain envahi. Excusez-moi Philippe, quelle est l'histoire douloureuse entre la France et l'Algérie? Je vous parle aussi de la Tunisie. Mais je ne vais pas recommencer sur la France. Non, le pire c'est la France et l'Algérie. Quelle est l'histoire douloureuse entre la France et l'Algérie? On l'a pas purgée cette histoire. La faute bien sûr au régime algérien, mais la faute également... Qui vit là-dessus sur cette 30 mémorielle.
Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a purgé quelque chose? Nous sommes incapables de parler sereinement. Regardez dans quel état ça met ce pays quand on recommence avec l'Algérie. Permettez-moi, François, je voudrais juste citer, sans faire d'excès de culture ou quoi que ce soit. Étienne de la Boétie disait une chose: l'incuriosité et la bêtise humaine sont deux oreillers fourdoux, mais pour les considérer comme tels, il faut avoir la tête aussi bien faite que Montaigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit toute cette jeunesse quand on parle de l'islam, bien évidemment, d'ailleurs on parle de personnes qui n'ont, en plus, ils ne parlent pas l'arabe, ils n'ont quasiment jamais lu le Coran, ils arrivent à se radicaliser, c'est un truc incroyable sur Internet, etc. Non, le vrai problème, vous voulez que je vous dise, c'est que quand on parle du creuset républicain et du multiculturalisme, quand on voit que Bensoussan a écrit Les territoires perdus de la République, il a raison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'État qui a déserté les territoires. C'est pas les territoires. C'est pas les territoires. Moi, j'en suis issu. J'ai grandi au Minguette, j'ai grandi dans la pire cité. Dans la pire cité qui existe. À 15 ans, je voyais un type se faire tirer dessus avec 2 pieds dans le ciment dans la cave de mon immeuble. Donc, aujourd'hui, le modèle. Mais moi, j'ai pris la dernière ascenseur social qui existait, c'était en 1982. Mais je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, en réalité, c'est une question d'équilibre économique dans lequel on a un État fort qui ne donne pas le bon message. Quand on arrive dans des no man's land, et d'ailleurs le procureur Bilger le sait très bien, il y a des lieux dans lesquels la police ne rentre pas. Elle ne veut pas rentrer. Ne rentre plus. Elle n'en a tout simplement pas les moyens. Je vais vous citer Roland Castro, qui était un grand architecte, qui disait communiste. Si nous nous désaccordons... François. Non, mais il faut le dire parce que il est bien tout de même. Correct. Quand Roland, paix à son âme, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, disait qu'il fallait désenclaver les banlieues parce qu'elles devenaient, architecturalement parlant, criminogènes par nature, parce que l'État avait déserté toutes ces banlieues, on voit comment, de manière récupératoire, l'islam, parce que c'est la dominante religieuse qui fonctionnait assez bien dans ces cités, je le sais, je l'ai vécu, d'accord, est devenu la béquille du refuge. Et cette béquille du refuge, non seulement maltraitée par l'État, mais surtout mal considérée. Quand vous êtes un peu bronzé, les oreilles décollées, je vous garantis que vous rentrez pas nulle part. Philippe, je n'aurais pas la prétention de contredire votre expérience qui est très convaincante. Et je crois que vous avez raison. Simplement, est-ce que vous ne sous-estimez pas aujourd'hui, de la part d'une certaine communauté, la volonté de se dissocier de l'esprit public? Absolument pas. Je ne pense absolument pas. Et c'est un fait marginal. Même au moins en partie. Il y a 7,5 millions de musulmans en France. On a répertorié dans les zones les plus sensibles ceux qui étaient en marginalité et qui risquaient de toute façon de s'enflammer. C'est 8700 personnes recensées. Ce que je peux vous dire, c'est que l'écrasante majorité, moi qui ai été sur les pas d'ailleurs de Philippe Bilger, juge consulaire au tribunal de commerce de Bobigny, j'étais président de chambre, donc moi j'étais un juge élu, donc je n'avais pas la prétention des juges du siège bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que le 93 était la zone la plus créative d'entreprise, la plus créative d'idées. Il y a un tissu, un trésor pour notre République qui est extrêmement puissant. Mais j'aimerais un jour entendre un politique qui a le courage de dire, écoutez, je vais vous dire, c'est pas le problème de l'hindouisme, c'est pas le problème du bouddhisme, ni du judaïsme, etc. Le vrai problème, c'est l'islam. Personne ne le dit parce que c'est pas politiquement correct. Et en réalité, quand on aurait le courage un jour de dire, est-ce que cette question de l'islam peut être traitée politiquement? Non, mais tu sais ce que dit Retailleau? Retailleau dit tout simplement, il y a un caractère insoluble de l'islam dans notre République. Et en fait, il répond à un électorat, parce que bien évidemment, il y a une visée électorale. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que, de toute façon, encore une fois, c'est un biais cognitif, c'est un focus que l'on fait. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Je ne savais pas qu'on était à 8000, je n'avais pas ce chiffre-là. Mais on est vraiment sur des zones infinitésimales. Je connais la capacité, Philippe, je sais très bien la capacité des minorités agissantes. Je le sais à l'extrême gauche, je le sais également dans l'islamisme radical. La réalité, et je rejoins Sylvain sur la question de la responsabilité des urbanistes. Les urbanistes ont créé des ghettos et l'État a laissé ces ghettos se créer. Et l'islam, il rentre pas par la religion, il rentre pas par les sourates. L'islam, il rentre par le social. L'islamisme, et tu le sais très bien au Maroc, partout où l'islamisme rentre, il rentre toujours par le social. Je vais t'aider, je suis là, l'État t'abandonne, etc. Mais ça, c'est minuscule. Et par ailleurs, je terminerai par quelque chose. J'avais rencontré Aimé Césaire sur le multiculturalisme à Fort-de-France. On avait discuté et on parlait de cela. Aimé Césaire était un grand combattant contre le colonialisme. C'était un grand homme politique et surtout un grand écrivain, mais les deux. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que c'est finalement la société française idéale? Il avait réfléchi, il m'avait dit, je m'additionne.
J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. C'est-à-dire que le multiculturalisme... Mais avec qui? Mais je m'additionne avec tout le monde. La réalité, eh bien si, vous pouvez vous additionner avec des musulmans et ce pays s'additionne. Il y a des gens qui veulent pas s'additionner non plus, ça existe. Il y a des gens les gens qui ne veulent pas s'additionner, on le sait très bien, donc on combat l'islamisme radical, on arrête de les acheter électoralement parce que tous ces gens... Il y a un islamo-gauchisme, mais il y a aussi un islamo-droitisme à certains endroits. Et Gérald Darmanin allait rompre... Excusez-moi, mais Gérald Darmanin à la mairie à Roubaix, pas à Roubaix, là où à Tourcoing, il allait rompre, si vous voulez, la fin du jeûne de Ramadan avec les frères musulmans. Qu'est-ce que c'est cette hypocrisie? La droite comme la gauche, tout le monde doit faire, tout le monde doit balayer. Vous pensez que Sarcelles, ça a été un modèle et pourtant c'est des copains à moi? Vous pensez qu'une communauté par immeuble, ça règle le problème? Je crois pas, non. Merci. Quoi, vous voulez, Je voulais juste rajouter une chose. Moi, je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, il faut faire preuve un peu. Très vite. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui protège la communauté juive. C'est incroyable. C'est incroyable. Qui tient un discours. Attendez, qui tient un discours. C'est pas vrai. On parle des cagoulards, on parle de Drummond, l'héritage de Drummond, et ces mecs-là. Et nous, à l'époque, c'était la gauche qui protégeait les juifs aujourd'hui. Et on a une espèce d'inversion absolument erratique d'une gauche radicale, effectivement, mélenchoniste très clairement. Et elle se détache. Qui a des propos antisémites extrêmement caractérisés, et on voit une extrême droite qui finalement s'est retrouvée une virginité et qui dit finalement les juifs, finalement la communauté juive sont tout à fait intégrés dans le creuset républicain. Encore une fois, de qui se moque-t-on? Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Le discours de l'extrême droite est un discours électoraliste. Leur but, arriver au pouvoir. Mais vous devriez vous féliciter, Sylvain, de cette évolution de l'extrême droite. Je la crois pas profonde. Au lieu de la déplorer. Non, moi, je vais pas répondre en tant que juif, je vais répondre en tant que républicaine. Je la crois pas une minute sincère. Allez, merci beaucoup pour ce débat passionnant. Mais il y a un autre débat passionnant, c'est le qui c'est qui l'a dit, parce que là, voilà. Là, et puis sachant qu'on a parlé de Roland Castro, Philippe Bilger va être fidèle à lui-même. Et là, je peux vous dire, elle est bien. Et là, il n'y a pas de, il y a rien. C'est chacun chez soi. Il y a rien, aucune amitié politique, rien. Terminé. Allez, à tout de suite pour la foire à l'Empoigne. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai.